Mesdames et messieurs, bonjour. Chers journalistes, bonjour. Chers internautes qui nous suivez en ligne, bonjour. Je voudrais vous donner lecture donc du compte-rendu du communiqué du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 28 février 2024. Ce mercredi 28 février 2024, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait 23 points, comprenant 14 mesures générales, dont un projet d'ordonnance et 10 projets de décret, et 9 mesures individuelles et 3 communications. Comme annoncé, je voudrais à présent aborder avec vous le premier point, notamment donc le projet d'ordonnance qui a été adopté dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté une ordonnance déterminant les règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Conformément à l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, révisé en octobre 2023, cette ordonnance introduit des règles de procédure supplémentaires pour assurer le fonctionnement optimal des juridictions en matière d'exécution forcée et de saisie conservatoire, en vue de renforcer la sécurité juridique et d'améliorer davantage l'environnement des affaires. Elle détermine, à cet effet, la juridiction compétente ainsi que l'autorité judiciaire habilitée à connaître des litiges ou demandes portant sur une mesure d'exécution forcée ou une mesure de saisie conservatoire. Elle précise corrélativement les voies de recours, la juridiction et l'autorité judiciaire de recours, ainsi que les règles de procédure suivies dans la juridiction de recours. Concernant les projets de décret, au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant le poste d'attaché de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire accréditées auprès donc des pays étrangers. Ces postes seront occupés par des agents issus des personnels de la police nationale avec pour mission de prémunir, en synergie avec les autres services de sécurité, le pays contre les trafics ou projets criminels conçus en dehors de nos frontières. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la Société Atlantique Ressources Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Prikro, de Koumfao et de Daoukro. Ce permis de recherche est délivré pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets. Le premier décret porte ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est la Convention donc 185. Adoptée en juin 2003, l'objectif de la Convention 185 est d'améliorer le système d'identification des gens de mer par le renforcement des caractéristiques de leurs pièces d'identité,
suivant les spécifications des passeports électroniques internationaux reconnus par l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, de façon à assurer une communication rapide entre des gens de mer. La ratification de cette convention habilite notre pays à délivrer aux marins ivoiriens ou résidents permanents en Côte d'Ivoire des pièces d'identité conformes aux spécifications retenues. Toutefois, il convient d'indiquer que la pièce d'identité des gens de mer n'est pas un passeport. Le porteur doit l'accompagner d'un passeport en bonne et due forme en vue de lutter efficacement contre la fraude à l'occasion des contrôles d'identité. Le deuxième décret porte ratification de la Charte africaine du transport maritime. La charte, adoptée sous les auspices de l'OUA en 1994, a été actualisée en 2010. En lien avec les mutations de l'organisation interétatique continentale et les nouvelles exigences des transports maritimes. La ratification de la charte permettra de créer, de concert avec les autres États africains, un cadre effectif de coopération pour le développement harmonieux des services et infrastructures dans les différents domaines du transport maritime. Le troisième décret porte ratification du statut de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire. Cette organisation, créée en novembre 2013, vise à assurer la sécurité alimentaire des États membres. La ratification de cette convention permettra à notre pays, en synergie avec les autres États signataires, de renforcer la gouvernance du secteur agricole, d'améliorer la productivité et la production agricole, ainsi que la commercialisation de nos produits agricoles. Le quatrième décret adopté est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 75 millions d'euros, soit 49 196 775 000, conclu le 26 septembre 2023 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, le PARAE en abrévié. Ce projet vise à appuyer les initiatives en cours d'exécution pour l'amélioration des performances à travers la digitalisation des procédures administratives. Il s'agit de renforcer la productivité de l'administration publique avec la réduction des coûts des délais des transactions, des opérations administratives au profit des opérateurs économiques, notamment les usagers clients, les entreprises et l'administration elle-même. Le cinquième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 13 400 millions de francs CFA, conclu le 9 novembre 2023 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'urgence et d'appui à la sécurité alimentaire. L'objectif global du projet est d'améliorer la production, la valorisation et la distribution des produits agricoles et aquacoles en vue d'assurer la couverture des besoins nationaux et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. Et ce, par l'acquisition en quantité d'engrais, de semences et de plans de qualité, ainsi que l'adoption de technologies agricoles et aquacoles innovantes. Concrètement, le projet prévoit l'acquisition de rejets parés, de plants de bananes plantains, de boutures de manioc, d'engrais en faveur des filières bananes plantains et maraîchères, de semences de maraîchères et de cages flottantes au profit des pisciculteurs, ainsi que la réhabilitation de 350 fermes piscicoles. Le sixième décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant de
188 600 000 euros, soit 123 713 490 200 francs, conclu le 12 décembre 2023 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale. Ce programme vise à numériser le processus de sécurisation foncière coutumière en milieu rural en vue d'accélérer le processus et de réaliser un enregistrement systématique à grande échelle des terres coutumières. Il prévoit la fourniture de matériel informatique et une assistance technique pour la numérisation complète de l'enregistrement des terres, la conception et la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation communautaire et de clarification des droits, ainsi qu'un appui financier à la mise en place et à l'opérationnalisation des comités villageois de gestion foncière rurale. Enfin, le 7e et dernier décret, adopté donc au titre de ce ministère, porte ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant de 50 910 000 euros, soit 33 394 770 870 francs, conclu le 15 décembre 2023 entre la Credit Install for Weiderhof-Bau, la KfW en abrégé, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'énergie pour le développement durable de l'Est de la Côte d'Ivoire. Le projet comprend 3 composantes majeures, à savoir la construction d'une centrale photovoltaïque de 25 MW crête à Sérébou pour renforcer le mix énergétique de la Côte d'Ivoire en faveur des énergies décarbonées, l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les villes de la région de l'Ifou et la réhabilitation ainsi que le renforcement des équipements de téléconduite et de télécommunication dans les postes sources de la région. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe du décret du 9 mars 2022 fixant la liste des produits soumis à la réglementation de la concurrence et des prix. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de la santé publique et de la protection durable des populations, notamment les jeunes, contre la consommation du tabac et ses implications nocives pour la santé et l'économie nationale. À cet effet, ce décret ajoute à la liste des produits soumis à la réglementation de la concurrence et des prix, dans l'annexe du texte susvisé, le tabac et les produits nouveaux et émergents dérivés du tabac, en vue de surveiller étroitement leur commercialisation et d'empêcher des prix attractifs et peu dissuasifs pour la consommation. Je voudrais à présent évoquer avec vous les mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 5 décrets, dont 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs et 3 décrets portant nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, sont nommés Madame C.P. Né-Roli Daniel, en qualité d'ambassadeur, représentante permanente adjointe de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies avec résidence à New York. Monsieur Dibi Bongro Zéphirin, en qualité d'ambassadeur, représentant permanent adjoint de la République de Côte d'Ivoire auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique avec résidence à Addis Abeba. Monsieur Hippo Bollier Désiré Wolfan, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République de Côte d'Ivoire près le Japon avec résidence à Tokyo. Monsieur Mamadou Haïdara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Sénégal avec résidence à Dakar. Monsieur Dolé Gueux Albert, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République arabe d'Égypte avec résidence au Caire. En outre, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, accord a été donné pour la nomination de M. Fabrice Boussougou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. M. Mahmoud Akhtar Mahmoud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Madame Rosemary Mbabazi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Monsieur Daniel Maongo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Je voudrais à présent aborder donc les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au soutien à une candidature ivoirienne au Comité des droits de l'homme. Le mandat de la moitié des experts qui composent le Comité des droits de l'homme, l'organe des Nations Unies chargé de surveiller la mise en œuvre des droits civils et politiques dans les États, expire en décembre 2024. Aussi, conformément à sa politique de promotion des cadres nationaux dans les organisations internationales, le Conseil a décidé, pour les élections des nouveaux experts prévues en mai 2024 à New York, d'endosser et de soutenir la candidature de notre compatriote Delbé Zirion Constant, magistrat hors hiérarchie, actuellement directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur les blocs pétroliers offshore CI 504, CI 526, CI 706 et CI 708. Les travaux préliminaires d'exploration engagés par la société Eni dans le bassin sédimentaire ont relevé des indices probants de présence d'hydrocarbures dans les blocs pétroliers offshore CI 504, CI 526, CI 708 et CI 706. Aussi, le Conseil a donné son accord pour des négociations de contrats de partage de production portant sur ces blocs pétroliers avec la société Eni Côte d'Ivoire Limited. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la Fête du Travail édition 2024 prévue le 1er mai 2024 comme les années précédentes. Cette fête qui célèbre les acquis sociaux des travailleurs ainsi que leur rapport inestimable à la stabilité et à l'économie de la nation.
La cérémonie officielle sera présidée par Monsieur le Premier ministre en présence des membres du gouvernement, des représentants des corps constitués ainsi que des représentants de tous les travailleurs. C'était le dernier point, donc, en ce qui concerne les communications. Nous avons eu un point de divers. En divers, le Conseil a entendu une communication de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, relative à la situation des quartiers précaires. Il ressort de cette communication que la ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires, dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vies humaines à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. Afin d'assurer une meilleure coordination de ces opérations d'assainissement, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, a entamé des concertations avec les différents acteurs. Priorité sera donnée, dans le cadre de ces opérations, aux quartiers en situation de haut risque, car il s'agit avant tout de protéger et de sauver des vies humaines. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont nous devons faire preuve dans le cadre de ces opérations d'assainissement de ces quartiers précaires afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 13 mars. Mesdames et messieurs, voilà achevé le compte-rendu donc de ce Conseil. Nous nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement sur le Conseil essentiellement et également des questions d'actualité s'il y en avait. Bien, je dois comprendre qu'il n'y a pas de questions sur le Conseil. Y a-t-il des questions d'actualité sur le Conseil? Ok. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Relativement au Conseil, surtout sur le dernier point avec la maison précaire. Monsieur le ministre, nous observons la destruction tout azimut de plusieurs quartiers dits précaires dans le district d'Abidjan. Et pourtant, depuis quelques années, un financement de l'Agence française de développement d'une enveloppe de 32 milliards de francs CFA prévoyait, à travers le projet PACRA, bien sûr, prévoyait la restriction des 10 quartiers. Alors, à quoi répond donc l'action du gouverneur du district d'Abidjan quand il détruit plusieurs quartiers précaires? Merci, monsieur. Déjà, quand vous parlez de quartiers dits précaires, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que vous portez un jugement sur ces quartiers précaires. Deuxièmement, vous parlez de financement qui aurait été mis en place depuis quelques années. Bon, c'est vrai, 2 ans, on peut dire quelques années. Les accords ont certes été signés en 2022, 2023, si mes souvenirs sont exacts, mais aucun décaissement n'a encore été fait. Les procédures sont longues parce qu'il y a plusieurs process de validation. Vous savez, en fonction des partenaires techniques et financiers, les process sont différents. En ce qui concerne l'AFD, il y a des validations à chaque étape et donc nous sommes encore dans le processus et pas un centime n'a encore été décaissé. En tout état de cause, la vision donc du gouvernement est claire. Il faut assainir ces quartiers
Et vous faites bien d'évoquer ce financement, c'est bien la preuve qu'il y a longtemps que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir donc arriver à l'assainissement de ces quartiers. Des accords financiers ont été conclus, les sous n'ont pas encore été décaissés, mais la vision du gouvernement est très claire. Il faut protéger des vies humaines, il faut éviter que nous ayons à chaque saison de pluie des morts. Si je prends seulement sur les 5 dernières années, c'est plus d'une centaine de morts que nous avons eues. Quand on remonte à 2005, c'est pratiquement 320 à 330 personnes qui sont décédées. Vous imaginez que c'est autant de familles qui sont touchées. Pour l'année passée, par exemple, nous avons lancé une vaste campagne zéro mort. Malheureusement, nous avons eu 39 morts. Donc, comprenez qu'à un moment donné, il est important donc de prendre ses responsabilités et de protéger des vies. C'est vrai que les mesures peuvent être difficiles à supporter, mais au bout, il s'agit donc d'offrir un cadre de vie décent et agréable à ces populations-là. Je voudrais rappeler, par exemple, que pour ce qui concerne les populations de Boribana, elles ont été relogées à Songon. C'est 1000 logements qui ont été construits sur une superficie d'environ 40 hectares et qui ont été mis à la disposition de ces populations. Donc la volonté est claire, permettre de sauver des vies et surtout apporter de l'assainissement dans ces quartiers précaires. Monsieur le ministre, je suis Lassina Ouattara du journal Le Patriote. Monsieur le ministre, par rapport à la question, sur la question des déguerpis, on voit des hommes politiques défiler sur les sites déguerpis, surtout à GESCO. Que pensez-vous de ces balais des hommes politiques sur ces sites? Est-ce qu'il y a une manière de récupérer politiquement ces opérations? Merci. Je souhaite ne pas faire de commentaires sur cette question. C'est peut-être de bonne guerre que des personnalités en quête d'espace, d'expression puissent... C'est peut-être malsain de profiter donc du malheur des uns et des autres, mais bon, chacun fait la politique comme il pense qu'il doit la faire. Pour ce qui nous concerne, nous sommes très préoccupés donc par ces populations et le Premier ministre qui va assurer la coordination de ces opérations et qui, vous vous souvenez, était maire de Songon et a participé justement à la définition de cet espace d'une quarantaine d'hectares pour reloger donc les déguerpis de Boribana, saura apporter des réponses à cette question-là. Il a déjà commencé les concertations, comme je vous l'ai dit, et nous serons donc à l'écoute donc de la primature à la suite donc de ces concertations concernant cette opération qui, il faut le dire, est une opération difficile, mais qui est nécessaire pour sauver des vies, qui est nécessaire pour protéger des vies. 320 familles, c'est important, et quand vous prenez que dans chaque famille, nous avons au moins 5 personnes, regardez les personnes qui sont impactées sans compter les parents éloignés. Et parfois, c'est des familles entières qui ont été décimées, comme à Boribana, où c'est pratiquement 6 membres d'une même famille qui sont partis dans un éboulement. À un moment donné, un gouvernement responsable ne peut pas être insensible à tous ces drames-là. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Yabi Koulibaly. Nous allons rester sur le cadre de l'assainissement. Le Premier ministre, son Excellence M. Robert Begue-Mambé l'a dit, il y a une trentaine de quartiers précaires dont certains sont en situation de haut risque. Et le chef du gouvernement, le numéro 3 de l'État de Côte d'Ivoire, dit qu'il faut assainir. Est-ce que assainir veut dire qu'il faut faire disparaître?
Parce qu'il y a le gouverneur du district, lui, qui casse. Or que le Premier ministre dit assainir. Est-ce qu'il n'y a pas une seule dichotomie? Non, le gouverneur du district a en charge la libération des espaces qui sont connexes aux grands axes. Et si vous regardez en ce qui concerne toute la zone d'Atekoubé, ben, ce sont les emprises des grands axes qui essentiellement ont été détruits. C'est du domaine public et c'est du ressort du gouverneur du district. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment, donc, je dirais, de conflit entre les deux positions. Bonjour Monsieur le ministre, Eugène Da, pour RATICI.info. Toujours sur la même question, Monsieur le ministre. Tout à l'heure, vous avez dit que les populations de Boribana ont été relogées à Iwayi, à Songon. Effectivement, nous y étions le 16 février passé, mais les populations nous disent qu'elles n'ont aucun document qui atteste que les maisons qu'elles habitent leur appartiennent. La preuve, le dimanche passé, ce dimanche 24 et 25, une famille m'a appelé encore, j'y étais encore. Elle me fait savoir que sa maison qu'elle habite a été achetée, a été vendue. Et donc, elle est inquiète. On leur dit qu'il faut attendre 5 ans pour qu'ils aient les documents qui attestent que les maisons leur appartiennent. Là, cela m'amène à demander comment se fait le processus de dédommagement et d'acquisition fait par la coordination qui est en charge de ce dossier. Parce que plusieurs personnes également, dans le fait de dans la construction de la route, il y a eu des déviations qui ont fait que leur maison a été touchée. Ces personnes n'ont pas non plus obtenu des dédommagements. Ils ont même signé des documents et jusque-là, ils sont dans l'attente alors que leurs biens ont été démolis pour la construction de la voie, surtout la voie de dédoublement pour arriver à Dabou. Voici la préoccupation. Merci, monsieur. Bon, vous-même vous apportez une partie de la réponse, puisque dans les procédures administratives, on leur a demandé d'attendre 5 ans. Je n'ai pas les détails des procédures administratives, donc dans le cadre de cette première opération d'indemnisation qui a permis de reloger les personnes qui ont été, je dirais, déguerpies donc de Boribana. Donc je n'ai pas les détails donc des procédures administratives, mais si on leur a demandé d'attendre 5 ans, c'est que certainement c'est la procédure qui est en cours. Je sais seulement que pour chaque opération, il y a un recensement qui est fait. C'est très souvent une exigence même des bailleurs, donc que les populations qui sont déguerpies puissent bénéficier donc d'indemnisation. Et le cas de Songon montre bien que nous sommes soucieux du respect donc de cette condition-là. Après, les procédures peuvent être plus ou moins longues, mais je ne crois pas que ces populations n'aient pas d'interlocuteur. La mairie de Songon est là, puisqu'elle a contribué à l'identification de l'espace et à les loger. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est également là. Donc je pense que ce serait bien peut-être que ces personnes se retournent vers ces structures qui les ont logées. C'est peut-être bien de parler à la presse parce que ça permet à tout le monde de savoir. Mais quand vous avez un interlocuteur de l'administration, je pense que la meilleure solution, c'est de s'adresser à cet interlocuteur-là. Monsieur le ministre, Koné Suleiman, sur le Kwasi.com. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut avoir au moins une estimation du nombre de personnes impactées? Non, je ne saurais vous donner là une estimation du nombre de personnes impactées. Un recensement est fait en général quand il y a des projets donc de construction d'infrastructures routières. Donc si j'ai pu vous donner avec exactitude donc le nombre de Boribana, c'est parce qu'on sait combien de personnes ont été logées. Il faudra remonter au niveau du ministère de
l'entretien routier, l'équipement d'entretien routier qui mène en général ces enquêtes-là. Et puis vous pourrez voir dans le cadre des différents projets de construction d'infrastructures routières, quelles sont les populations qui sont impactées en général sur chaque projet. Là, c'est me demander un trop grand effort si vous me demandez de vous donner le nombre de personnes. À ce stade, je n'ai pas de réponse, mais comme j'ai dit qu'une coordination est mise en place, donc très certainement ce sont des questions sur lesquelles donc cette coordination va se pencher. Il n'y a plus de questions sur le Conseil? Bien. Je suis ouvert à la seconde série de questions sur les questions d'actualité. Oui. Bonjour, Monsieur le Ministre. Aristide Trait pour l'avenir. Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce que ceux des 51 prisonniers civils et militaires qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite, est-ce qu'ils seront rétablis dans leur profession? Deuxième question, quelles sont les dernières nouvelles des 2 gendarmes détenus au Burkina Faso? Peut-on avoir une idée de la date à laquelle ils pourraient être libérés et dans quel état d'âme se trouvent leurs familles respectives? Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Pour les personnes qui ont été graciées, je rappelle qu'il s'agit d'une grâce. Et donc, il faut regarder toutes les conditions de cette grâce-là. Déjà, elles sont libérées. Après, il y a toute une procédure administrative à suivre. Pour nos gendarmes, je vous l'ai dit, c'est un processus qui est engagé. Nous croyons donc aux vertus du dialogue. Nous croyons donc à la force de la négociation. Nous pensons que rien ne peut s'obtenir de solide dans la belligérance et encore moins, donc, je dirais, sans effets collatéraux. La Côte d'Ivoire est engagée dans cette voie. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, quelques militaires d'un pays ami se sont trompés de route et ont été donc pris par nos forces de l'ordre qui les ont rendus aussitôt. Même les journalistes qu'ils avaient oubliés, donc à notre poste frontière, leur ont été rendus. Nous sommes dans cette voie de la pacification parce que nous considérons que tous nos pays voisins sont avant tout des pays frères et amis. Les populations se fréquentent. Très souvent, au hasard des traversées des frontières, c'est les mêmes familles qui se retrouvent de part et d'autre des frontières. Donc, il n'y a aucune raison que nous nous inscrivions donc, dans une posture de belligérance. Nous continuons de parler. Nos soldats vont bien, c'est le plus important. Et voilà, ils n'ont pas été oubliés par le pays. Les familles sont informées régulièrement, personnes sont en contact avec le ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de la Défense. Bonjour, Monsieur le Ministre. Benoît Kadjo du journal L'École. Ma préoccupation concerne les primes de correction des élèves, l'entrée au CAFOP, le concours d'entrée au CAFOP. Les gens disent ne pas percevoir depuis, après la correction du concours passé, leurs primes. Également, les élèves maîtres disent ne pas percevoir leurs primes. Et j'ai appelé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ils disent qu'ils ont traité le dossier, mais ce n'est plus à leur niveau, que ça se trouverait au Trésor. Donc, dans ces circonstances, comment faire pour que ces gens qui disent être inquiets puissent percevoir leurs primes? Ce n'est certainement pas au niveau du porte-parole non plus. Non, vous savez, c'est des process, hein, et je pense que le process est engagé. Si le dossier a été traité au niveau de l'éducation et qu'il a été envoyé au Trésor, c'est pour paiement. Donc, il faut juste peut-être un peu de patience et que le Trésor donc fasse les virements nécessaires. Voilà, donc véritablement, il n'y a pas de blocage. Peut-être il y a pu avoir des ralentissements au niveau donc de l'éducation pendant le traitement, mais une fois que le dossier a été transmis au Trésor, c'est que c'est pour paiement certainement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il faut qu'il soit à l'écoute donc du Trésor
Mais ce serait bien, puisque vous êtes journaliste et que vous avez vos entrées, que vous puissiez interroger donc le Trésor pour savoir ce qu'il en est de cette situation-là. Le porte-parole ne peut pas tout savoir. Maintenant, je peux me renseigner pour vous, puisque j'ai plus de facilité auprès de la direction du Trésor, mais je pense que le journaliste que vous êtes peut le faire aisément. Alors, Monsieur le ministre, bonjour, encore Cyprien Kwasi. Monsieur le ministre, le chef de l'État a accordé une grâce présidentielle à 51 personnes, dont des proches de Guillaume Soro. Est-ce qu'au nom de la paix, de la décrispation, du climat politique et social, et surtout de la réconciliation, le gouvernement ivoirien va engager des discussions avec Guillaume Soro pour son probable retour en Côte d'Ivoire? Merci. Est-ce que M. Soro Guillaume a affaire au gouvernement ivoirien? Je ne perçois pas très bien le sens de la question. Je veux juste dire que le chef de l'État a pris cette mesure de grâce parce que la Constitution, dans un premier temps, lui en donne les prérogatives et dans un deuxième temps, il l'a fait au nom de la paix et de la cohésion sociale, sans subir aucune pression. C'est librement que le chef de l'État a pris cette mesure-là. Il nous montre par là qu'il est soucieux de la cohésion et qu'il est soucieux de la paix. Bien sûr, il faut à partir de ce moment que chacun des fils et chacune des filles de ce pays s'inscrivent dans cette posture de recherche de la paix et de la cohésion, et tout va couler de source. Ces 51 personnes n'ont pas fait de démarche particulière pour pouvoir bénéficier de la grâce donc du président de la République. C'est juste les attitudes qui ont permis d'arriver donc à ce dénouement-là. Ministre Yapi Coulibaly, je reviens. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a eu la magnanimité d'accorder la grâce présidentielle à 51 personnes civiles et militaires condamnées pour des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010. Et c'est un pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais sur la liste, il y a des noms qui manquent, par exemple Amadé Yoremi, Seka Yaponsen. Qu'est-ce qui a fait que certains ont été libérés, d'autres sont encore en prison? Est-ce que vous avez une explication à cela? Ce n'est pas moi qui ai fait la liste. La justice a apprécié et la justice a établi cette liste. Et j'ai parlé tout à l'heure d'attitude. Certains comportements permettent certainement de favoriser la prise de certaines de ces décisions-là. Donc je ne peux pas rentrer dans plus de détails que cela. C'est vrai, en tant que porte-parole, je parle avec pratiquement tous les ministres. Mais comme j'ai dit, il y a des détails dans lesquels il m'est difficile de descendre. Là, surtout quand je suis en face de vous comme ça, en direct. Il y a une liste qui a été établie. 51 personnes ont été libérées. Je pense qu'il faut déjà saluer cela. Saluer cette vision du chef de l'État qui s'inscrit donc dans cette volonté de consolider la cohésion sociale dans notre pays. Si, par le passé, toujours pour les mêmes causes, une amnistie a pu être prise, une grâce a pu être accordée, et que nous en sommes aujourd'hui à une autre grâce, mais on peut se permettre d'espérer d'autres actes de magnanimité dans le cadre du renforcement de notre cohésion sociale. Donc ne soyons pas pressés, ayons les attitudes qu'il faut, et nous pourrons à partir de ce moment-là bénéficier du pardon de la République qui est incarné par le président de la République. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit. Et mercredi 13.